Afrique 1, le 23h. Voici les titres. Les experts doivent faire connaître aux investisseurs les opportunités et les retombées économiques du secteur du logement en Côte d'Ivoire. Un secteur dynamique. Le message du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'était à l'ouverture des premières assises francophones à Abidjan. La question de la croissance et du développement économique durable va constituer l'essentiel des échanges pendant 48 heures. Pensez-vous que devenir mère était synonyme de bonheur absolu ? Eh bien, pour certaines femmes, cette réalité est bien différente. La dépression postpartum, une maladie méconnue, touche environ une femme sur 5 après l'accouchement. Derrière le sourire des jeunes mamans se cachent parfois des souffrances intenses, un sentiment d'échec et une profonde tristesse. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et puis la situation en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a adressé ce mercredi un message d'espoir à son peuple, assurant que la RDC surmontera cette tempête et annonçant une riposte rigoureuse et coordonnée. Il a également condamné la passivité de la communauté internationale. Bonjour à tous. L'impact économique du logement en Afrique francophone, c'est le thème d'une rencontre à laquelle prenait part ce jeudi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La question de la croissance et du développement économique durable va constituer l'essentiel des échanges pendant 48 heures. Plusieurs acteurs du domaine et des spécialistes de la question du logement prennent part à cette rencontre. Abdoulaye Collé nous en parle. Le Centre pour le financement du logement abordable en Afrique et son partenaire de l'Union africaine pour le financement du logement sont à Abidjan. Pendant 2 jours, les assises vont ouvrir le débat sur le rôle crucial du logement abordable dans l'économie africaine et les mécanismes visant à optimiser son impact et son efficacité. Le souci premier du CAF autour de la conférence que nous organisons pour ces 2 jours est d'aboutir à des conclusions de qualité qui pourront contribuer à restaurer le financement du logement dans la juste priorité qu'elle mérite dans la formulation des politiques publiques de financement du développement. Notre objectif est de renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux, d'encourager les partenaires transversaux et de plaider pour des politiques publiques ambitieuses et adaptées aux spécificités de chaque pays. Sur la question, les experts de l'UEMOA appellent à la définition d'une armature urbaine régionale. Les initiatives butent sur les lacunes de la planification territoriale induite par l'insuffisance des données fiables sur le foncier. C'est dans ce contexte que la commission de l'UEMOA, avec l'appui du groupe de la Banque mondiale, a soutenu la mise en place du Centre d'excellence de l'habitat à vocation régionale dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'assistance du don IDA pour l'accès au financement du logement abordable dans l'espace UEMOA. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a souligné les réformes apportées dans le secteur afin de relever les défis. Les investisseurs dont la présence est essentielle doivent être rassurés avant de s'engager et ensuite doivent être sereins dans l'exécution de leurs projets. À cet effet, nous avons développé des outils modernes, dont le système intégré de gestion du foncier urbain, SIGFU, qui simplifie les procédures administratives et renforce la sécurité juridique des titres fonciers délivrés. Ce système garantit la sécurité des transactions foncières jusqu'à la signature électronique des titres de propriété, ce qui réduit considérablement les temps de traitement tout en renforçant la sécurité des actes à travers la traçabilité permise par ce système. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Le chef du gouvernement dit attendre beaucoup de cette rencontre régionale. Le logement constitue un accélérateur du bien-être de l'individu. Le logement contribue à nous approprier ce que nous appelons le développement durable. C'est pourquoi certains calculs ont montré que quand on dépense 1 franc dans le bâtiment, notamment dans le logement, cela multiplie par 4 la gestation de toute l'économie. Est-ce que le logement est budgétivore? Autrement dit, doit-on avoir peur de parler du logement
dans nos économies? C'est ça la première question. La deuxième question qui se cache, c'est de savoir si en réalité et finalement, le logement n'est pas une opportunité. Voilà les deux vraies questions qui nous réunissent ce matin. Cet événement international rassemble à Abidjan plus de 200 décideurs politiques, experts, financiers et acteurs du logement. Tous apporteront leurs idées pour stimuler la croissance économique et améliorer la qualité de vie des populations d'Afrique. Bref, une image en marge de sa participation au sommet de l'énergie en Tanzanie. Le Premier ministre Robert Bugembe a eu des échanges avec les Ivoiriens installés en Tanzanie. Les Ivoiriens bien installés, bien intégrés donc dans le pays. Le chef de gouvernement leur a prodigué des conseils. Il a recueilli leurs préoccupations. Il leur a surtout demandé d'honorer la Côte d'Ivoire dans leurs différents secteurs d'activité. Les Ivoiriens résidant en Tanzanie, heureux de ces échanges, ont remercié le Premier ministre Robert Bugembe de cette attention particulière dont ils ont été l'objet. Agenda chargé donc pour le Premier ministre qui a assisté à la cérémonie de don de véhicules au chef traditionnel du district autonome d'Abidjan. Une action du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, Abdoulaye Koné, Zakaria Traoré. Ils sont au total 95 chefs Atchan et Aké répartis sur l'ensemble du district autonome d'Abidjan. Ils ont reçu ce jeudi chacun un véhicule, une dotation en carburant et une assurance automobile. Un don qui les réjouit. Les chefs coutumiers Atchan et Aké ici présents du district autonome d'Abidjan s'engagent à prendre soin de ces véhicules et à bien les utiliser. Par ce geste, aujourd'hui, une page de l'histoire des peuples du district autonome d'Abidjan s'est écrite avec une encre de couleur du printemps, annonçant d'autres lendemains encore radieux. La loi du 14 juillet 2014 portant statut des rois et chefs traditionnels autorise ces gardiens de la tradition à participer à des conditions fixées par celle-ci à l'administration du territoire afin de renforcer la paix et la cohésion sociale. La remise de dons qui nous réunit vient consolider la collaboration et la confiance entre le district autonome d'Abidjan que j'ai l'honneur de diriger et les communautés autochtones Atchan et Aké que vous représentez, chers chefs. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de transmettre à mon nom et au nom des communautés Atchan et Aké nos hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Ces véhicules offerts à ces auxiliaires de l'administration ivoirienne s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La politique ne se fait pas au hasard. Ce n'est pas une somme de bavardage, ni une somme de manifestation de son propre ego. C'est s'humilier devant ses parents pour dire « je n'ai pas encore tout fait ». Même si j'ai fait, je n'ai pas encore tout fait. Et je dois toujours continuer à faire ce que je dois faire. Voici la politique. Et le président Alassane insiste toujours, pendant le Conseil des ministres, il nous demande d'être des gens humbles, qui savent écouter les populations et qui savent détecter ceux dont les populations ont le plus besoin. Que Dieu bénisse tout ce qui vous a été donné. Arrivez au village, appelez les chefs religieux musulmans, catholiques, méthodistes, haristes, ils vont prier dessus pour que vous utilisez bien ces véhicules pour servir les différents villages. Le ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo a été fait chef traditionnel. Il a annoncé la construction d'un siège pour la chefferie Atchan et Aké à Akandje, dans la commune de Bingerville. Et non loin de cette commune, à Cocody, pour être précis, une action similaire. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a procédé à la remise de 109 véhicules, dont 75 destinés au corps préfectoral et 34 pour la police nationale. À l'école de police d'Abidjan, retrouvons Walter Amadou Ouattara. École de police d'Abidjan. Ces 109 véhicules neufs sont destinés au corps préfectoral et à la police nationale. Ils arrivent à point nommé selon le directeur général adjoint de la police nationale qui fait le lien avec une récente mission de terrain
révélant que plus de 30% des engins de sa structure n'étaient pas fonctionnels. Au nom de monsieur le directeur général de la police nationale, des mots de gratitude à l'endroit du chef de l'État pour les efforts consentis au profit des forces de police dans l'accomplissement de leur mission chaque jour. L'État met 11 véhicules à la disposition des préfets et sous-préfets. Ce sont 536 véhicules qui ont été mis à la disposition des autorités préfectorales à travers le pays. Cet effort colossal témoigne de la volonté du gouvernement de doter l'administration territoriale des outils nécessaires pour mieux servir les populations et garantir une présence effective de l'État dans toutes les localités. Gratitude des bénéficiaires par la voix du préfet de Jacquesville qui s'engage pour une meilleure utilisation de ces véhicules de service. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Wagono Diomandé, souligne que cette action est possible grâce à la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui attache du prix à la quiétude de l'ensemble des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, tous les axes sont fréquentés du matin au soir. C'est le fruit de ce sentiment de sécurité que vous avez réussi à implanter dans le cœur de chaque Ivoirien. Les moyens de travail doivent en permanence être renforcés. Sachez, chers collaborateurs, que des occasions comme celle d'aujourd'hui seront répétées avec la bienveillante volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République. Cette remise de véhicules s'inscrit dans le cadre du renforcement du climat de paix en Côte d'Ivoire. Et ce geste de remise de véhicules a été répété à la Cour de cassation, des véhicules pour les services de l'institution judiciaire, à l'occasion de la présentation des acquis de la juridiction par son président, Yuakofi. Julien Gogo, à Boussanogo. Remise de clés de véhicules. Hommage aux personnes admises à faire valoir le droit à la retraite. Yuakofi, président de la Cour de cassation, l'institution la plus élevée du système judiciaire de Côte d'Ivoire, présente les acquis. Je m'étais engagé à œuvrer pour donner à la Cour de cassation les moyens nécessaires pour accomplir efficacement sa mission. Notre juridiction rend beaucoup de décisions. La dotation des membres de la Cour de cassation en véhicules participe de notre volonté de permettre à chaque acteur d'être dans les meilleures conditions pour exécuter efficacement ses tâches. Plus outillé pour exercer avec célérité au profit des justiciables, le personnel s'est réjoui de ses acquis. Dès votre arrivée, vous vous êtes engagé à rehausser l'image de la Cour de cassation et doter de véhicules de fonction tous les présidents de chambre, les conseillers techniques et récemment Madame le greffier en chef et les directeurs. Nous sommes confiants que nous pourrons relever les défis à vos côtés grâce à votre bonne volonté. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous. La Cour de cassation comprend 28 magistrats et 255 personnels administratifs. Nommés en octobre 2023 par décret du président de la République, Yuakofi en est son premier président. Et la première femme présidente du Sénat de Côte d'Ivoire a reçu ses collaborateurs et ses pairs sénateurs. Les échanges ont tourné autour de la bonne marche de la Chambre haute du Parlement. Fatou Fofana, Lamine Dramé, Michel Kwame. Le Sénat de Côte d'Ivoire entame une nouvelle session, la première session ordinaire pour cette année 2025. Si l'année 2024 a vu l'adoption de 26 projets de loi, 2025 ne s'annonce pas moins chargé. Le personnel du Sénat se dit conscient des défis à venir. Vous trouverez en chacun de nous, Excellence Madame la Présidente, des collaborateurs fiers et prêts à redoubler d'ardeur au travail, afin que le Sénat de la République de Côte d'Ivoire demeure toujours au service des braves populations ivoiriennes. Portés par leur engagement, les sénatrices et sénateurs entendent rester mobilisés en cette année électorale et renouvellent leur engagement pour le rayonnement du Sénat, aussi bien en Côte d'Ivoire que sur la scène internationale. Les sénateurs dans leur ensemble voudraient vous témoigner leur légitime fierté pour les actions d'envergure entreprises tout au long de l'année écoulée qui permettent à notre Chambre d'acquérir une renommée qui dépasse désormais les frontières de notre pays et de notre continent. Il n'est donc pas surprenant
que vos homologues aient décidé de manière unanime de vous élire à la tête de la nouvelle association des Sénats d'Afrique et de faire de Yamoussoukro le siège de la dite association. Pour l'année 2025, la présidente du Sénat, Kandia Camara, met en avant le développement de la diplomatie parlementaire. C'est le lieu pour moi de réitérer toute ma reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour la confiance placée en nous et en notre jeune institution qui constitue une source de motivation intarissable pour chacun et chacune de nous. L'année 2024 a été l'occasion pour nous de gagner davantage la confiance de nos concitoyens. L'année 2025 est placée sous le sceau de la consolidation de l'ensemble de nos acquis. Nous accorderons une attention toute particulière au développement de notre diplomatie parlementaire. Ces défis qui s'annoncent tout autant, sinon plus importants encore que ceux des années précédentes, nous invitent à redoubler d'ardeur, d'assiduité et de détermination pour maintenir le cap de l'excellence. Le Sénat de Côte d'Ivoire va organiser dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Il participera également aux travaux de la conférence annuelle du Parlement panafricain et à ceux du Parlement de la CEDEAO. C'est un programme bien chargé pour le Sénat ivoirien. Il y a aussi beaucoup à faire du côté de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Au cours donc d'une rencontre bilan, le président de l'institution a affiché sa volonté de renforcer ses actions pour une gouvernance plus transparente et efficace. Brouillapo, Marie-Chantal Akandan. La Côte d'Ivoire progresse dans la lutte contre la corruption. Selon le dernier indice de perception de la corruption, le pays occupe désormais la 87e place sur 180. Un bond de 49 places depuis 2013. Un progrès qui s'accompagne d'un taux de réalisation de 64,7% du plan de travail annuel en 2024. Ces résultats permettent à notre pays de maintenir son score au vert. C'est plusieurs millions de dollars, plusieurs milliards de francs CFA qui sont mobilisés pour faire les hôpitaux, pour faire les écoles, pour faire les ponts, pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Ces performances remarquables ont été réalisées grâce à la volonté politique, une volonté politique affichée par le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Lors du bilan annuel de l'institution, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, HABG, a également présenté les objectifs pour 2025. La bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre le blanchiment de capitaux feront l'objet d'une attention particulière. Pour rappel, l'institution mise en place par le gouvernement ivoirien est chargée de la prévention et de la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et les infractions assimilées. Toujours en économie, Bluefin Intelligence, filiale de Bluefin Investment Corporation, a été inaugurée ce jeudi lors d'une rencontre au plateau. C'est un outil d'analyse de risque qui vise à évaluer les risques de crédit et autres opportunités des entreprises. Juliette Ouya. L'intelligence économique, un outil pour renforcer la compétitivité des entreprises. C'est l'ensemble des données qualitatives et quantitatives qui permettent de prendre une décision. Pour orienter les opérateurs économiques dans leurs décisions, Bloomfield Investment Corporation, première agence de notation agréée au sein du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, crée Bloomfield Intelligence. Il s'agit de sa filiale d'analyse de risques économiques et environnementaux. Le Bloomfield Forecast, qui est un outil de prévision économique, risque sectoriel qui établisse la cartographie du risque d'investissement dans un secteur d'activité. Donc, met en relief les forces et les faiblesses. C'est une analyse micro qui est suivie ensuite par les rapports des risques pays qui sont une analyse macro qui justement englobe toutes ces analyses sectorielles. Nous avons Tigran, qui est un outil d'évaluation des risques de parties utilisé par les banques. Le projet Bloomfield Intelligence est soutenu par le gouvernement ivoirien. C'est une solution africaine adaptée à l'Afrique pour contextualiser
C'est des indicateurs, effectivement, qui sont parlants à Washington, mais qui ne le sont pas ici en Côte d'Ivoire. Merci pour ce travail. Merci de nous ramener en Afrique avec les yeux d'Africains pour lire les données, les interpréter et booster l'action donc de politique de l'État au profit des populations. Créé en 2013, Bloomfield Intelligence intervient dans 20 pays africains, 3 européens et également en Asie. Ça bouge également dans la filière cajou pour une meilleure orientation des activités liées au cajou. Le gouvernement a regroupé les acteurs publics et privés au sein de comités régionaux et départementaux de veille en vue d'un suivi inclusif et concerté de la commercialisation intérieure de la spéculation. Après 10 années d'exercice, tous les acteurs se sont donc réunis ce jeudi à Yamoussoukro pour faire le point des travaux en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani. Votre rôle de... Dans ce temps de partage d'expériences, de réflexion initié par l'autorité nationale de la presse, l'événement envisage de contribuer une semaine durant à l'éducation publique, aux médias et à l'information. La 2e édition lancée au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. La salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville est choisie pour abriter la 2e édition de la Semaine nationale de la presse. À travers l'événement, l'ANP, Autorité nationale de la presse, sensibilise le grand public pour une meilleure appropriation des bonnes pratiques par l'éducation aux médias et à l'information. L'ANP vise à instaurer pendant une semaine un cadre de rencontre, un espace d'échange et de partage entre les acteurs de l'écosystème médiatique national, ceux qui produisent l'information et l'ensemble des citoyens avec une forte orientation jeune. La conférence de lancement portant sur le thème « Information, désinformation, manipulation », quelle contribution de l'école ivoirienne à la formation de l'esprit critique du citoyen. Nous sommes aujourd'hui confrontés à un défi vraiment historique. L'information qui devrait être un moteur de progrès est devenue une arme à double tranchant. Mésinformation, désinformation, malinformation gangrènent nos sociétés fragiles, sapent la confiance, détruisent la confiance, la cohésion et paralysent la pensée critique. Si nous ne réagissons pas, nous subirons l'histoire. Ouvrant officiellement cette semaine nationale de la presse, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, exhorte la jeunesse ivoirienne à être responsable dans l'utilisation des réseaux sociaux et de l'information en ligne. S'il est donc vrai que nous devons réfléchir aux moyens de bâtir un écosystème médiatique durable, éthique, où l'objectivité est au cœur des pratiques, nous devons aussi inviter nos concitoyens à pratiquer le doute légitime et à avoir un esprit critique lorsqu'ils consomment des produits de la presse ou alors des médias sociaux. Une caravane va sillonner des établissements du pays dans le but de susciter la création de clubs de presse. On en vient à cette question dans ce journal. Pensez-vous que devenir mère était synonyme de bonheur absolu ? Eh bien, pour certaines femmes, cette réalité est bien différente. La dépression postpartum, une maladie méconnue, touche environ une femme sur 5 après l'accouchement. Derrière le sourire des jeunes mamans se cachent parfois des souffrances intenses, un sentiment d'échec et une profonde tristesse. Dépression postpartum, quand la maternité rencontre le tabou, un sujet signé Sidonie Davila. Le bonheur d'être mère est souvent présenté comme une évidence. Pourtant, pour certaines femmes, cette joie est assombrie. Insomnie, perte d'appétit, anxiété, crise d'angoisse. Autant de signes qui viennent ternir la joie d'accueillir ce petit être cher et tant désiré. Yolande, mariée et mère de 3 enfants, a dû faire face à cette réalité. En 2010, le plaisir intense qu'elle ressentait à l'idée d'accueillir sa fille s'est transformé en un gouffre invisible. Il m'arrivait souvent de rentrer dans la chambre, de pleurer pour rien. Je prenais l'enfant, mais je ne
L'amour qu'une mère donne à un enfant, je ne le sentais pas de lui donner cet amour-là. À 1 mois, je l'ai tressé. Je l'ai tressé, je ne sais pas pourquoi je l'ai tressé, mais je l'ai tressé. J'avais perdu cette estime de soi, j'étais vide, en fait. C'est finalement après un tour chez son médecin que cette maman est diagnostiquée d'une dépression postpartum. Et à 1 mois et demi, quand je devais aller en consultation postnatale, j'ai expliqué au médecin. Il m'a dit, zut, il fallait venir un peu plus tôt. Mais Dieu merci, c'est pas tard. Je vais te mettre sous antidépresseur parce que là, tu es en train de faire une dépression. Et c'est comme ça que j'apprends que je fais une dépression postpartum. Et moi, maintenant, je commence à faire des recherches là-dessus. La dépression postnatale touche entre 15 et 20% des nouvelles mères. Pourtant, ce trouble reste méconnu et entouré de tabous. Pour en savoir davantage sur cette pathologie, nous rencontrons un psychologue. Il faut faire la différence entre le baby blue et la dépression postpartum. Le baby blue, il faut dire que 50 à 80% des femmes sont susceptibles de faire un baby blue. C'est quand même normal. Et la différence se situe au niveau de l'intensité et de la durée. Le baby blue, c'est une déprime qui ne dépasse pas 1 semaine. Par contre, la dépression, elle est d'une intensité élevée et elle dure plus d'1 semaine, voire des mois. Par méconnaissance de cette maladie, de nombreuses jeunes mères sombrent dans le désespoir, allant parfois jusqu'à commettre l'irréparable, alors qu'il suffisait juste d'un accompagnement psychologique approprié. Soit un psychologue si la personne n'est pas en hyperagitation. Si la personne est hyper agitée, il faut l'adresser directement au psychiatre. Parce qu'à un certain niveau, je parlais d'intensité, quand l'intensité, il faut pouvoir produire des médicaments, lui donner prescrire des médicaments. Et le psychiatre, étant médecin, est à même de lui prescrire des médicaments. Pour Dr Anné, prévenir la dépression postnatale passe notamment par le fait de s'entourer de proches afin de bénéficier de leur soutien après l'accouchement. C'est le cas de Yolande. Elle a su surmonter cette épreuve grâce au soutien infaillible de son époux. Il fallait aussi que je montre un autre visage, un autre aspect d'un parent, d'un père qui est heureux de voir non seulement sa femme, son enfant venir à la maison et puis de l'accompagner dans cette situation. Il s'occupait vraiment bien de la petite. Il était toujours là en tout cas, il était là. La dépression postpartum est une maladie qui peut être traitée efficacement. Même si elle en garde encore des séquelles, Yolande est déterminée à avancer et à profiter pleinement de ses enfants, de sa famille. Pour elle, briser le silence et lever le tabou peut aider d'autres femmes, dans son cas, à mieux gérer cet état de dépression postnatale. Voilà, et face à cette pathologie, il faut faire confiance aux spécialistes, car au bout du tunnel, il y a la lumière. Et pourquoi pas le sourire? Eux aussi sont des spécialistes. Ils vous font rire à travers leur humour. Les humoristes de Bonjour Tour ont égayé le public de Katiola. Le résumé de Parga se reconnaît. Place de la poterie de Katiola, il est 10h. Les techniciens de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont à la tâche. Le spectacle est offert par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Melet-Goni, en visite de travail dans la région du Hambol. Non loin des techniciens, l'équipe de production en pleine réunion. 20h, la place de la poterie affiche complet. Katiola s'est mobilisé pour la circonstance. Le spectacle peut commencer. Le représentant du directeur général de la RTI se félicite de la forte mobilisation. Le groupe RTI, avec à sa tête, le directeur général veut saluer le Hambol. Nous sommes honorés. L'humour nous rassemble. Sur scène, les humoristes font montre de leur savoir-faire, créativité, improvisation, interaction, communion avec le public. Pardonnez les femmes Tangana. On sait qu'un matin il fait froid. Mais quand vous voulez chauffer l'eau pour votre mari pour qu'il se lave là, évitez de chauffer l'eau là dans ma mine de sauce.
C'est la toute première fois que je les vois comme ça. On a aimé, on a apprécié. C'est magnifique. Je veux que l'année prochaine, il faut que Bonjour vienne ici à Katoula. Bonjour était placé sous le haut patronage du vice-président de la République, représenté à cette fête du rire. C'est un bon label que nous allons soutenir. Je voudrais donc, au nom du vice-président, vous dire merci pour ce que vous faites pour la population ivoirienne. En plus des humoristes, Katoula a aimé et salué la surprise avec l'artiste chanteur de Bordeaux, Likumfa. Prochaine étape pour humoristes et équipe de production, Dembokro, le samedi 1er février à 20h. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, le président de la République démocratique du Congo a voulu envoyer un message de soutien et d'espoir aux forces armées congolaises. Dans une allocution retransmise en direct à la télévision, sa première prise de parole publique depuis le début de l'offensive, Félix Tshisekedi a assuré mercredi au soir qu'une riposte vigoureuse et coordonnée est en cours dans l'est du pays. Les rebelles du M23 et des forces rwandaises contrôlent désormais la majeure partie de la ville de Goma. Cette spectaculaire offensive dans l'est de la RD Congo s'est intensifiée fin décembre après l'échec de la médiation angolaise qui a tenté en vain d'organiser des négociations directes entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Merci à vous tous de votre attention. Excellente nuit. Dieu nous garde. En bonne santé. Bonsoir.